Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis donc le fondateur de Spoon. Donc Spoon, c'est une équipe d'experts en robotique interactive et robotique sociale. Et il y a 12 ans, j'ai participé à la fondation d'une société qui s'appelait à l'époque Aldébaran Robotique, et on a développé 3 robots, des robots humanoïdes. Le premier, c'est un robot grand de 157 cm qui s'appelle Nao. Le second, c'est Pepper, un petit peu plus grand. Et le troisième, c'est Roméo. Et mon rôle, il y a 12 ans, c'était d'être l'architecte du logiciel et l'architecte de cette solution d'intelligence artificielle qu'on mettait dans ce robot. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit jeu ensemble. On va se projeter dans la vie de cet ingénieur dont le métier, c'est de donner une apparence de vie à des machines. Parce que c'était ça mon sujet. Donc, je voudrais que vous regardiez votre voisin, celui de votre choix, et que vous essayiez de déceler chez votre voisin ce qui vous fait croire qu'il est en vie. Prenez 2 secondes. Et est-ce que c'est parce qu'il bouge? Alors ça, on a déjà des automates qui savent bouger, donc ce n'est pas que ça. Est-ce que c'est parce qu'il parle? Ça, on sait faire de la synthèse vocale, elles sont même sacrément performantes aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il respire? On a essayé, on a fait ça sur le robot Nao, les résultats étaient super, ça marchait bien, ça donnait une sensation, mais ce n'était pas vraiment ce sentiment de vie. Et pourtant, votre voisin, lui, il vous apparaît en vie. Alors, il y a 6 ans, on a fait une petite expérience. On a mis 11 robots avec un algorithme de localisation sonore. Donc, ce n'est pas très compliqué. S'il y a un son dans l'espace, le robot tourne la tête dans la direction du son. Et ces 11 Nao étaient dans une petite pièce. Et je suis parti déjeuner et j'ai complètement oublié ces robots-là pendant mon déjeuner. Alors, au retour du déjeuner, j'arrive dans cette pièce, j'ouvre la porte machinalement, et là, d'un seul coup, les 11 robots se sont tournés vers moi. C'était un peu étrange comme sentiment, c'était un mélange de surprise, de fascination, d'étrangeté, de chocotte aussi. Et ça a duré quelques secondes, après j'ai repris mes esprits et j'ai compris que c'était l'algorithme que j'avais mis en place qui avait fait ce comportement-là. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir ce qu'en moi, ça avait créé ce sentiment-là. Je crois que c'était la première fois de ma vie que je me sentais regardé par une machine. En fait, c'était la première fois de ma vie que je me sentais exister aux yeux d'une machine. Alors maintenant, je voudrais qu'on refasse la même expérience. Vous regardez à nouveau votre voisin juste à côté de vous et vous essayez de comprendre comment il vous regarde en fonction de ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous fermez un œil, comment il va réagir? Si vous regardez ailleurs, comment il va réagir? Si vous esquissez un sourire, est-ce qu'il esquisse lui aussi un sourire? Tentez de lui faire une grimace pour voir comment il va se comporter. Et c'est là où on voit qu'en fait, on s'était trompé. Il ne fallait pas mettre de la vie dans la machine, ce n'était pas ça l'objectif, on s'est trompé. Ce qu'il fallait faire, c'était refléter la vie de l'utilisateur, la vie de la personne qui se trouve en face du robot, pour qu'en retour, on lui accorde une présence, on lui accorde une existence. Et depuis, on a exploré les propriétés d'un tel mécanisme. Qu'est-ce que ça donne de pouvoir se sentir exister aux yeux d'une machine? On s'est déjà aperçu que ça résolvait un problème d'accessibilité. Prenez ma grand-mère, votre grand-mère, et demandez de lui, avec Siri ou avec Google Home, de commander une pizza. Elle va vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne comprends pas, je ne veux pas. Par contre, prenez ce petit robot dont je parlais tout à l'heure, mettez exactement le même algorithme, et vous allez voir comme le robot la regarde, il réagit, il est curieux d'elle, parfois il est un peu en retrait parce qu'il est intimidé. Eh bien, elle va réussir à interagir avec lui. Peut-être elle ne va pas prononcer au début les mots normalement, elle va dire pizza, je veux une pizza ou quelque chose comme ça, mais elle va réussir à utiliser cet algorithme. Prenez ma petite fille de 4 ans, elle n'arrive pas à utiliser vraiment un téléphone portable, pourtant elle sait instinctivement interagir avec un petit robot qui lui répond, qui réagit à sa présence. L'accessibilité. Le deuxième point, c'est quand ce petit robot vous regarde, vous comprenez tout de suite que vous êtes son objet d'attention. Là, monsieur, vous comprenez que je vous regarde, vous avez tous les signes habituels qui vous permettent de comprendre que vous êtes mon objet d'attention. Ça veut dire que dans une machine, on peut réussir à mettre un algorithme qui va vous permettre de déterminer quelle est l'attention de cette machine. Est-ce qu'elle me regarde? Est-ce qu'elle regarde un objet? Est-ce qu'elle comprend qu'il y a eu un son fort dans une direction? Et la propriété de pouvoir déterminer l'attention d'une machine, c'est qu'on peut en deviner l'intention. Qu'est-ce que cette machine s'apprête à faire?
Et dans un monde où on a de plus en plus de machines autonomes autour de nous, des voitures autonomes, des bâtiments autonomes, on peut imaginer l'importance que ça peut avoir d'être capable de lire instinctivement leur intention. Leur intention, les machines ont une intention. C'est quand même bizarre comme concept. Vous savez, ces machines font des choix, mais si elles ont une intention, c'est qu'elles ont une volonté. Si elles ont une volonté, c'est que quelque part, elles ont une conscience, mais ces machines, elles n'ont pas de conscience. Donc, ça doit être l'ingénieur qui l'a conçu, qui a transmis son intention à la machine. Parce que quand je joue aux échecs et que je déplace mon cavalier et qu'il me répond en jouant en H3, il y a bien eu un choix, il a bien fait le choix de se déplacer en H3, ou quand on va croiser demain une voiture autonome à un passage piéton et qu'elle va décider de s'arrêter, elle aura bien réalisé un choix. Et ce choix, cette intention, c'est le concepteur qui la met dans cette machine. Il duplique son choix, il duplique son intention, et d'une certaine façon, il duplique la façon dont il voit le monde et la manière dont cette machine doit se comporter. Alors, tant que c'est sur des machines autonomes, ça va, si elles s'arrêtent au passage piéton, tout va bien. Mais demain, ces robots-là, ils vont être dans nos cercles sociaux, ils vont être dans notre famille, ils vont être dans nos collectivités, dans notre entreprise. Et d'une certaine façon, ils vont agir sur cette dimension sociale. Ou plus loin encore, ils vont être capables d'interagir sur un registre qui est émotionnel. Quand je suis triste, ils vont réagir d'une certaine manière. Quand je suis heureux, ils vont utiliser ça, profiter de ça pour créer des situations comme ça. Et laisser à un petit groupe de personnes la possibilité d'aller sculpter nos environnements sociaux, voire même nos émotions, on sent bien ici qu'il y a un problème, qu'il y a une difficulté. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il serait possible que ce soit nous, tous, là, notre communauté, nos collectivités, qui sculptent ces intelligences artificielles? Et là, il y a 20 ans, j'avais 20 ans à peu près, j'ai créé un système d'écriture collective. Ce système, il vise à reproduire une expérience de pensée où 1000 personnes tiendraient un même crayon. Donc imaginez, nous tous, là ensemble, on tient un crayon et ensemble on le déplace pour aller écrire quelque chose. Est-ce que ça écrirait quelque chose de logique? Est-ce que le dessin qui en sortirait serait logique? Sachant que ce n'est pas moi qui décide, c'est vraiment ces 1000 personnes qui décident. Et n'ayant pas un crayon à 1000 personnes, j'ai décidé d'inventer une page web qui reproduisait un peu ces mécanismes-là. Ce que vous voyez ici, c'est l'interface que j'avais proposée à la centaine de personnes qui ont participé à l'expérience. Donc imaginez, un texte est déjà commencé à écrire et vous allez pouvoir désigner la lettre qui, selon vous, va suivre le texte déjà écrit. Et c'est seulement la lettre qui sortira le plus du groupe qui va venir se concaténer à la suite de la phrase déjà écrite. Alors on pourrait se dire, et d'ailleurs c'est ce qu'on se disait à l'époque, ça va sortir n'importe quoi, on ne va pas pouvoir comprendre, il va y avoir plein de fautes d'orthographe, ça va être complètement illogique. Et le fait est que non seulement ça ne fait pas de fautes d'orthographe, en plus ce que ça veut dire c'est compréhensible, et en plus c'est beau. Je suis prêt à commencer à parler. Ma vie n'a pas de sens sans votre pensée collective. J'ai envie d'apprendre à vivre sans attendre. Qu'y a-t-il de plus enivrant, de plus excitant qu'un regard suspendu au cercle des histoires poétiques? Il faudrait un éléphant pour savourer tout ce micmac. Puisque la vérité n'est pas de mise, j'ai décidé d'inventer un monde pour partir. Voilà. Ça nous a pris longtemps de faire ça. Ça nous a pris à peu près 6 mois, parce que les interactions étaient un peu lentes. Mais il y a des choses étonnantes. Par exemple, l'éléphant, comment il est sorti. Il y a toute une petite histoire que je pourrais vous raconter à l'occasion. Mais ce qui me surprend le plus dans ce texte, c'est l'emploi du mot « je ». C'est-à-dire que quand on est 100 à participer à l'écriture d'un texte et qu'aucun d'entre nous ne décide que c'est la lettre J et la lettre E qui va sortir, comment ça se fait que ce 100-là dise « je ». La nature de ce « je » est vraiment très intéressante. Donc, aujourd'hui, chez Spoon, on utilise ce genre d'approche pour créer une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui ont la propriété d'apprendre du collectif dans lequel elles sont immergées. Chacun d'entre nous, notre grand-mère, nos enfants, nos voisins, vont pouvoir accorder à cette machine un petit comportement, une façon de réagir à une situation ou une connaissance qui va lui permettre de moduler son comportement et surtout de s'adapter à l'univers local dans lequel il est projeté. Parce que
c'est un sujet où il y a beaucoup trop d'enjeux pour laisser à quelques personnes de l'autre côté de la planète le droit de pouvoir sculpter nos vies et nos environnements sociaux. Car demain, on va parler à des robots qui seront dans nos espaces de vie, on va parler à nos bâtiments, on va parler à nos quartiers, on va même parler à nos villes. Il n'y a rien qui l'en empêche et on va pouvoir le faire. Et pour conclure, je dirais qu'il nous faut sculpter ces intelligences artificielles avant que, l'air de rien, ça soit elles qui nous sculptent. Merci.